Faire quelques mots d'introduction à ce débat, je l'ai fait très volontiers. D'abord pour saluer les fondateurs du collectif Africarchi. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Romani Katoke, Francis Sessous et Kader, bien sûr, Kader Berekla. Donc les féliciter, les remercier parce que depuis 6 ans que grâce à Fiona, la Cité est associée et partenaire de ce concours étudiant Africarchi. Depuis 6 ans, donc c'est extraordinaire de voir les résultats, de voir aussi la qualité qui monte des résultats. On a l'impression, mais ça c'est Fiona qui me l'a expliqué, je dois dire, que ce concours il s'est créé, il est contemporain en fait de la création quasiment des écoles, du développement des écoles d'architecture en Afrique. Il est dans le temps long, il est contemporain, et j'ai l'impression qu'il co-construit en fait ce réseau d'écoles. Il contribue, il les rassemble, et il contribue à effectivement construire non seulement un enseignement, mais une critique, une créativité africaine. Donc c'est ça aussi que je trouve très intéressant. Au-delà des résultats qu'on va voir ce soir, c'est ce travail derrière qui se fait dans et avec les écoles d'Afrique qui se créent, des écoles d'architecture en Afrique qui se créent actuellement. Et donc on est vraiment content depuis 6 ans que ce partenariat existe, qui se développe. Et donc je n'en dis pas plus. Voilà, donc pour vous souhaiter la bienvenue. Et je donne la parole à Fiona. Donc, je vous remercie d'être ici et les gens qui nous voient sur Facebook Live, merci, j'enlève mon petit masque. Donc la Cité de l'Architecture, comme vous le savez, a un laboratoire de l'Afrique, donc on essaye le plus possible d'avoir une présence africaine au sein de la Cité de l'Architecture. Je vous annonce qu'il va y avoir l'ouverture d'une très belle exposition autour de Kinshasa Chronique qui ouvre à partir du 13 octobre, qui présente 70 artistes congolais. Ça, je pense que c'est très important et ça va montrer une image de qu'est-ce qu'une ville africaine, donner à voir une ville africaine. Et ensuite, nous enchaînerons avec 2 autres rendez-vous en novembre et en décembre. Le prochain, c'est avec Françoise NTP qui nous présentera ses projets de musée au Bénin. Je passe la parole à Kader et à Francis qui ont œuvré pour cette soirée. J'ai fait partie du jury, vraiment, j'étais très honorée et j'ai vraiment été très très émue parce que j'ai participé à l'ensemble des jurys du concours. Et là, il y avait vraiment un niveau exceptionnel de qualité de projet. Et donc ce soir, l'idée est de présenter un peu les coups de cœur du jury. C'est pas les résultats, mais les coups de cœur des jurys et vraiment vous montrer la diversité, la qualité des projets qu'on a reçus. Je vous remercie et je passe la parole. Ah, vous avez... Oh mince, oui, c'est vrai. Merci Fiona, je sais pas si on m'entend bien avec le masque. Donc merci à tous d'être venus malgré le contexte un peu sanitaire, un peu particulier. Merci d'avoir fait l'effort d'être venus ici à la Cité. Merci à tous ceux aussi qui nous suivent en direct, Facebook, en live sur Internet. Merci à tous les membres du jury également, ceux qui nous font l'honneur de leur présence ce soir pour commenter avec nous une sélection de différents projets. Et puis merci également à tous nos partenaires, en premier lieu la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous fait confiance depuis maintenant un certain nombre d'années, qui nous a accompagnés dans le développement de nos actions et puis en particulier de ce concours, qui est l'un des fidèles partenaires puisque depuis la première édition qui a eu lieu en 2012, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à travers de Fiona notamment, nous accompagne pour développer ce projet de concours qui n'était qu'une idée d'étudiant au départ et qui petit à petit s'est développé et donc et nous sommes également très satisfaits de cette évolution des différents candidats au fur et à mesure des années et de la progression assez remarquable, mais je pense que le jury reviendra sur le sujet, la progression remarquable des candidatures et de la qualité tant sur le fond que sur la forme des projets qui seront présentés aujourd'hui. Un petit mot également
pour vous présenter donc la 5e édition du concours. Donc comme l'a mentionné Fiona, effectivement, nous allons ce soir vous présenter une sélection des projets qui ont marqué, qui ont retenu le jury, qui ont fait partie. Donc on va vous présenter une quinzaine de projets. Ce sera donc pas l'annonce officielle des lauréats qui aura lieu un peu plus tard, puisque nous allons préparer une soirée dédiée avec nos partenaires, dédiée à cette annonce des différents prix. Mais l'idée de ce soir, c'était de vous présenter un premier aperçu des projets qui ont marqué le jury dans leur diversité et dans leur particularité, qu'elles soient liées à l'implantation géographique ou bien aux différentes approches du thème de ce concours. Avant de commencer, peut-être un très bref tour de table pour que tout le monde sache qui est autour de la table. Et puis ensuite, je vous fais une petite introduction sur le concours. Donc, Frédéric. Bonsoir, donc je suis Frédéric Nantois, architecte. Je travaille pour AIA Architecte. Je suis très content et je remercie vraiment la Cité et l'association Afrique Archi pour m'avoir proposé de participer au jury. AIA Architecte, en 2 mots, est une agence d'architecture dont une des expertises historiques est toujours porteuse de son identité et l'expertise dans le milieu des projets de santé. Et donc, quelle que soit leur nature, qu'il s'agisse de projets complexes et de grands projets hospitaliers, ou bien de toutes les déclinaisons de ces sujets, de cette expertise santé dans la ville, dans l'urbanisation, et dans de nombreux projets à vocation aussi sociale. Donc je suis là avec plaisir pour participer, j'ai participé à ce jury. Moi aussi, enfin, j'ai pas l'habitude des jurys de ce concours, mais effectivement, je trouve, comme toujours, qu'il y a une réelle inventivité, une grande qualité dans ces projets. On pourra en reparler au fur et à mesure. Merci. Karim. Bonjour, donc moi je suis Karim Selouane. Donc déjà, merci beaucoup pour les organisateurs et puis pour aussi la qualité des projets qu'on a pu voir. Moi, j'ai beaucoup appris parce que je ne suis pas un architecte. Je suis ingénieur, donc très souvent un peu je dirais celui qui a souvent le mauvais rôle parce qu'il est tout le temps à regarder des calculs. Un peu différent de l'architecte. Souvent, l'ingénieur vient un peu brider la créativité de l'architecte et c'est en tout cas aussi un espace à travers ce concours d'évasion, mais aussi de créativité et d'innovation intellectuelle. Donc moi, je suis le fondateur et le directeur du bureau d'études du groupe Vinci qui s'appelle Résalience. C'est un bureau d'études dédié à l'adaptation des territoires, des villes, des infrastructures et des bâtiments et de leur usage au changement climatique. Donc nous sommes liés au groupe Vinci qui est le numéro 1 mondial du BTP, pour ceux qui ne le savent pas, avec une entité en Afrique qui s'appelle Sogea Satom notamment, implanté depuis plusieurs décennies, déjà presque un siècle, présent en Afrique. Et puis, pour ma part, je travaille également sur des projets d'adaptation au changement climatique des villes africaines. J'en parlerai très brièvement tout à l'heure. Et aussi sur des projets où on travaille beaucoup en lien avec des architectes, des urbanistes. Et tout l'intérêt pour moi aussi de suivre ces projets et de pouvoir aussi m'inspirer, de connaître un peu cet écosystème qui s'enrichit, car on a besoin, pour bâtir les territoires résilients de demain, alors résilient qui n'est pas un mot creux, qui est la capacité à ce que vous allez construire puisse s'adapter à des changements de température particuliers, des stress liés au manque d'eau, des particularités climatiques qui font que le projet que vous devez concevoir en tant qu'architecte puisse avoir finalement non pas une durabilité, mais une fonctionnalité pérenne dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et c'est ça le rôle, et en tout cas moi, j'essaie de faire la passerelle entre les deux, puis on verra par la suite avec vos projets. Merci. On reviendra sur Résalience tout à l'heure puisqu'on aura une petite présentation un peu plus détaillée de cette activité. Francis, un petit mot? Oui, Francis Sessou, architecte et membre actif d'Afrique Archi. J'ai le plaisir d'accompagner cette initiative, d'en faire partie depuis 2011. Et c'est un privilège d'avoir pu observer tout au long des années la progression et l'évolution de ce qui au départ était une simple page Facebook que Kader et Romaric ont mise en place, alors qu'ils étaient en 3e année, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et donc, voilà, on arrive bientôt à 10 ans
d'une activité, et c'est l'année prochaine, donc nous aurons l'occasion de souffler 10 bougies. C'est vraiment une initiative particulière qui nous tient à cœur et dont nous tenons absolument à partager l'évolution avec vous, avec les étudiants, le public qui nous suit, et aussi donc d'amener de nouveaux contributeurs à cette initiative. Donc je suis très heureux d'avoir de nouvelles têtes avec nous ce soir. Elles sont dans les gradins là-bas. Je pense que vous aurez l'occasion de discuter avec elles. Et donc, c'est un plaisir à chaque fois de revenir ici, à la Cité de l'Architecture, qui s'est montré un partenaire en avance sur certains autres par rapport à l'écoute dont elle a fait part vis-à-vis de cette initiative. Donc, vraiment très, très heureux d'être là avec vous ce soir et puis de pouvoir partager quelques images du projet, du concours, dont les résultats se font attendre. Voilà. On y va, Kader. Merci Francis. Donc pour ma part, je suis Kader Berekla, donc vous l'aurez compris, architecte et puis cofondateur donc de cette association Africarchi, dont on remercie effectivement, comme tu l'as dit Francis, également toute l'équipe qui nous a aidés à monter à la fois l'organisation du concours et puis l'organisation de cette soirée, et puis bien entendu tout ça va continuer par la suite. Entrons dans le vif du sujet. Donc quelques mots sur cette 5e édition du concours. Donc pour rappel, le thème portait sur un sujet d'actualité. On ne peut plus d'actualité vu la crise sanitaire que nous connaissons et ses conséquences importantes à travers le monde entier. Concevoir un équipement de santé de proximité en Afrique. C'était le thème, l'élément vraiment central de cette 5e édition. Nous avions eu l'occasion par le passé d'aborder un certain nombre de thèmes que l'on essaye systématiquement coller plus ou moins à l'actualité. On a abordé le logement, on a abordé l'école, l'espace public, le marché. Et donc pour cette 5e édition, nous avons fait focus sur le thème de la santé qui correspond, comme je viens de le dire, à une réelle attente sur le terrain et sur le continent africain dans sa diversité, avec des besoins qui sont très forts dans ce domaine. Le concours était donc ouvert aux étudiants mais également aux jeunes professionnels jusqu'à 35 ans, avec des candidatures possibles seules ou en équipe, jusqu'à 4 personnes maximum. Nous n'imposions pas de site puisque l'idée était effectivement d'avoir une diversité de propositions architecturales dans des contextes variés. Nous allons d'ailleurs le voir tout à l'heure lors de la présentation des projets. Et puis le rendu donc sous la forme de 2 planches format A1 avec tous les éléments, j'allais dire classiques, d'un rendu d'architecture habituel. Voilà, le thème de la santé donc est assez bien illustré par cette statistique. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on en a tiré ici une importante qui exprime effectivement la différence au niveau de l'espérance de vie entre le continent africain et le reste du monde, donc avec des chiffres qui sont effectivement criants et qui montrent une fois de plus à quel point cette question de la santé est un véritable enjeu. Et nous avons essayé au travers de ce concours d'apporter notre pierre à l'édifice et de contribuer à cette problématique au travers des différentes contributions des candidats. Quelques chiffres clés, donc environ 1 millier de participants qui se sont inscrits sur la plateforme de candidature. Nous avons reçu 368 dossiers au total. 51 candidatures ont été retenues par le jury. De là, nous sommes arrivés à 25 projets pour le 2e tour. Et puis, au final, donc le jury a eu lieu vendredi dernier ici même. Et a retenu 4 projets mentionnés et 3 projets lauréats, ce qui fait 7 projets qui ont passé toutes les étapes et qui ont réellement marqué positivement les différents membres du jury. Quelques informations sur la typologie des participants. C'est toujours intéressant de voir les statistiques. Bon, ça s'affiche pas très bien. Mais on a une répartition par genre. Alors on voit effectivement que globalement les hommes sont plus
participants que les femmes. C'est peut-être un point sur lequel on pourrait par la suite travailler. En tout cas, sur cette édition, nous avons eu 60% environ d'hommes, 27% de femmes, bon, une catégorie non renseignée aussi. C'est pour les gens qui n'ont pas souhaité, mais la tendance est quand même globalement d'avoir plutôt des participants de sexe masculin. Et au niveau des pays, nous avons cette fois, alors il y a, comme vous pouvez le voir, il y a une grande diversité de pays. Alors c'est vrai que je les ai pas comptés, mais il y en a une vingtaine, voire une trentaine. Et les 3 pays dont les participants ont été le plus nombreux, ce sont le Maroc, le Togo et la Tunisie. Voilà, ça permet de donner un ordre d'idée sur les participants. Mais effectivement, on voit que des inscriptions sont issues d'un grand nombre de pays d'Afrique, voire d'ailleurs à travers le monde, puisqu'on a eu des inscriptions des États-Unis, du Royaume-Uni, du Vietnam, du Brésil, etc. Donc ça traduit bien la dimension internationale et ça traduit aussi l'intérêt que l'on peut avoir à travers le monde pour ces sujets-là. Voilà, quelques images de la délibération du jury, et puis pour rappeler un peu également les différents participants donc, qui ont pris part, dont certains nous font l'honneur d'être là ce soir, avec aussi une diversité de profils, puisque nous tenions à ne pas avoir que des architectes dans le jury, mais à avoir d'autres professions représentées, notamment, comme l'a dit Karim tout à l'heure, voilà, l'ingénierie, mais également des experts en matière de santé et de conception de projets hospitaliers. Alors, nous en avons au travers de l'architecture via AIA, mais nous avons aussi d'autres spécialistes qui ne sont pas spécialement issus du milieu de l'architecture, mais qui nous ont permis de donner aussi un regard de professionnels de ces questions-là aux différents projets. Donc, ce qui était une bonne complémentarité avec la présence des architectes qui étaient également un certain nombre à être dans la salle. Revenons un petit mot également sur les partenaires, puisque c'est important aussi de rappeler leur présence et puis d'insister sur le soutien dont ils nous font part. Donc voilà, nous tenions aussi à les mettre en évidence ce soir à l'occasion de cette soirée. J'en ai fini pour la première partie. Alors avant de passer à la sélection des projets et donc de rentrer un peu plus dans le détail des différents projets que nous allons vous montrer ce soir qui ont été retenus par le jury, nous avons proposé aux membres du jury qui le souhaitaient de faire une petite présentation de leurs activités. Je pense notamment à Résalliance. Donc je vous propose de suivre cette petite présentation avant que nous passions à la sélection de projets. Merci. Oui, oui. Je vais dire, hop, ah oui, c'est ça, ça marche pas avec ça. Super. En plein écran. Ça marche. Voilà. ça marche, c'est super. Voilà. Bon, remercie encore pour cette occasion l'occasion qui m'est offerte pour présenter Résalliance. Alors l'idée ici, vraiment que vous compreniez, ne m'en voulez pas, je ne suis pas un architecte, donc c'est plutôt d'essayer de comprendre. C'est pas grave, hein. Oui, non, mais parce que là, je suis quand même minoritaire, je crois. Voilà, donc c'est plutôt dans quelle mesure est-ce que le travail que l'on fait finalement interpelle, interroge et se met en synergie avec le monde des architectes. Mais je vais partir de ma fenêtre, qui est celle d'une structure qui est dédiée à la question du changement climatique. Alors, pour faire plus ou moins. D'accord, alors dans ma tête, c'est pas très logique souvent, donc ça va aller, ça marche. Alors, on a un bureau d'études, hein, donc c'est assez classique, et d'ingénierie, donc on fait du conseil, on fait de la modélisation,
et on fait du pilotage de projet. Alors qu'est-ce que c'est que ces gros mots? Du conseil, c'est d'apporter, de faire des audits, de venir faire ce qu'on appelle du diagnostic, par exemple, sur la manière dont les cahiers des charges, les spécifications techniques sont écrits, pour faire des prescriptions et des recommandations. Mais très souvent, on aboutit à ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans du dur, dans la physique, dans des mathématiques, avec des outils numériques dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure, qui permettent, par exemple, de simuler, de stresser un projet d'infrastructure, une maison, un bâtiment, et de voir comment est-ce qu'il réagit dans ses composants ou par rapport à ses façades dans des caractéristiques climatiques dites particulières. Et enfin, on est coordinateur de projet, c'est-à-dire qu'on va très souvent monter des projets, on va partir d'une feuille blanche, on va aller voir des États, des gouvernements, des collectivités territoriales, notamment en Afrique ou dans les Caraïbes ou en Asie du Sud-Est, et on va essayer avec eux de monter des projets pour essayer d'apporter des solutions, soit en termes de conception, d'aménagement ou d'outils, pour les outiller dans des capacités techniques pour mieux adapter leurs politiques publiques, leurs investissements ou leurs projets d'infrastructure ou d'aménagement dans un contexte de changement climatique. Alors, on travaille pour qui très rapidement? On travaille pour des bailleurs de fonds, donc tels que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour l'habitat, le UN Habitat, l'AFD, l'Agence française de développement. On travaille également pour des collectivités, donc assez rapidement, des promoteurs immobiliers et des aménageurs, donc c'est très souvent ce qui est en lien avec les architectes. Donc là, on est très souvent en discussion, en partenariat avec des architectes. Et puis des opérateurs de réseau. Alors c'est quoi un opérateur de réseau? C'est celui qui va gérer un réseau électrique, une ligne de train. On travaille avec la SNCF. Ça va être quelqu'un qui va gérer des aéroports. On accompagne Vinci Airport dans la manière dont les bâtiments des aéroports peuvent être endommagés, impactés, ou alors comment est-ce qu'on peut adapter un aéroport qui contient non seulement une piste mais aussi des bâtiments, donc une conception architecturale particulière sur ces questions-là. Et enfin des sites industriels ou des entreprises de construction tels que Vinci, mais pas que, ou des sites industriels tels que Orano, l'ancienne Areva par exemple au Kazakhstan. Alors, on a deux axes, on a deux piliers, c'est-à-dire que l'expertise que l'on développe, elle se base sur de l'ingénierie. Donc, notre ingénierie en back-office est Sixsense. C'est une structure de Vinci Construction, le leader de l'ingénierie, à travers des outils de digitalisation, de monitoring. Donc, c'est quoi du monitoring? Ce sont des capteurs que l'on va mettre pour pouvoir, par exemple, mesurer des affaissements de terrain, de voir comment est-ce que le matériau va réagir par rapport à des aléas climatiques, de voir si les fondations de bâtiments réagissent sur des phénomènes de sécheresse, etc. Et donc, à partir de ces éléments-là, on les mouline dans des outils de visualisation, et puis derrière, on fait tourner ça dans des modèles, et nous, on les utilise pour pouvoir les stresser avec des données dites climatiques. Et là, on a su bâtir des partenariats clés avec le SCO. Donc, on est partenaire du SCO. Qu'est-ce que c'est que le SCO? C'est le Space Climate Observatory, qui est l'Observatoire des Nations Unies sur le changement climatique, en lien avec le CNES, qui est l'Agence spatiale française, et avec un laboratoire du GIEC qui nous alimente en expertise scientifique sur le climat, à savoir le laboratoire de sciences du climat et de l'environnement lié au GIEC. Voilà. Alors, quelques petits exemples rapidement. Donc, à quoi cela peut ressembler? Donc, j'ai filtré pour plutôt aller sur le cursus architectural. J'espère que cela va vous parler. Vous voyez quoi ici? Phénomène de chaleur, îlot de chaleur, canicule. Eh bien, on a développé des outils, par exemple, qui permettent de mailler des projets d'infrastructure ou de conception architecturale. Alors là, c'est des façades. On peut y implémenter la nature des matériaux, s'il y a de la végétalisation ou pas, et derrière, à partir de là, d'essayer de voir comment est-ce que ces outils, comment est-ce que le projet architectural réagirait en fonction de deux paramètres, celui de la chaleur, également celui de l'aérologie, donc de l'air, et à partir de ces flux, de voir quelles vont être non seulement les capacités de ventilation, les capacités énergétiques, la capacité des matériaux à absorber ou pas l'énergie solaire et donc à produire des phénomènes d'îlots de chaleur ou à les atténuer, et tout ceci dans un objectif de confort sanitaire, parce que c'est très souvent lié aussi à la santé urbaine, mais également à ce qu'on appelle la performance énergétique d'un bâtiment, par exemple. Alors, en Afrique, qu'est-ce que l'on fait? On accompagne avant tout un certain nombre de projets dans un contexte qui est celui-ci. Qu'est-ce que vous voyez? Un certain nombre de villes avec des classements qui ont été faits par différents indicateurs. Mais ce que l'on voit, et d'où l'intérêt de ce que je vais montrer par la suite, c'est que les principales villes mondiales qui présentent les risques maximum en termes de risques climatiques sont principalement concentrées en Afrique.
Donc là, il y a un enjeu majeur parce que vous avez une croissance urbaine. Pour le moment, l'Afrique est à moins de 50% de population urbaine, mais il y a quand même 50% qui risquent finalement de croître. Et à partir de là, il va y avoir des problèmes d'équipement de différentes natures, dont des équipements sanitaires tels que les hôpitaux. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pense la ville de demain en Afrique, tout en intégrant ce surplus de pression démographique, ce besoin très rapide de loger des populations avec des croissances démographiques, et en même temps d'avoir des équipements, eau, électricité et soins. Alors, où est-ce qu'on travaille pour le moment? Ça, c'est un peu notre géographie. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les pays où on est déjà en projet. Et tous les pays qui sont en bleu, alors j'ai oublié parce qu'on vient de gagner un projet au Burkina Faso. Ah si, c'est le Burkina Faso. Et tous les pays en rouge sont les produits et les projets où on est en... oui, les projets sont en cours de réalisation, pardon, où vous remportez. Et les pays en bleu, ce sont les pays où nous sommes en train de monter des projets. Voilà. Alors, vous avez l'Afrique a quand même une part très importante pour différentes raisons. Alors, premièrement, on travaille sur des projets de co-construction, c'est-à-dire que de co-design. On essaie à chaque fois de partir avec des partenaires divers et variés, très terrain, avec des ONG locales. On travaille avec la société civile locale, avec des institutions, pour essayer de bâtir conjointement un projet lié à l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est un exemple, c'est Saint-Louis du Sénégal. Donc, on a monté un projet avec l'Observatoire de l'environnement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, sur comment repenser cette lagune à Saint-Louis, qui est finalement presque, je dirais, vouée à disparaître par la submersion marine, et voir comment et sur quel espace on pourrait construire cet espace de l'autre côté. Le problème, c'est que ça projette des difficultés socio-économiques, culturelles, car les populations en bord de l'eau ont un lien économique avec la pêche artisanale. Donc comment est-ce qu'on déracine des populations pour les mettre ailleurs dans une économie qui sera probablement totalement transformée. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on va mener qui va durer 2 ans et demi avec donc au Sénégal. Un autre projet, ici on est à l'Erioun, dans le grand sud du Maroc, dans les provinces sahariennes. On est en train de participer à un projet avec tout un écosystème d'architectes africains et aussi à l'extérieur de l'Afrique pour concevoir une cité, une écocité à l'africaine qui sera une forme de hub africain dans la manière de promouvoir la connaissance croisée des connaissances architecturales pour bâtir des nouveaux projets en synergie intra-africain. Donc, c'est financé par la fondation de l'OCP. L'OCP, qui est l'Office chérifienne du phosphate, une entreprise qui fait du phosphate, mais qui a créé une fondation qui a pour but de promouvoir la ville durable en Afrique. Alors oui, 2 secondes, pourquoi cette photo? Parce que c'est l'Erioun, on est au Sahara, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis l'un des premiers enjeux, c'est l'ensablement. Voilà. Un autre projet donc là, qui a été fait par une de mes collègues qui s'appelle Chiara, donc qui n'est plus là maintenant, c'est un projet qui est City Resilience, c'est comment mettre en place un planning, des outils venant des populations, souvent analphabètes, dans des quartiers très pauvres, notamment dans les bidonvilles, pour co-construire des programmes architecturaux qui tiennent compte finalement des conditions sociales, culturelles des populations dans les bidonvilles. Voilà, pour derrière gérer, pour qu'elles puissent intégrer la notion de risque, notamment climatique. Donc vous pourrez trouver ce programme, c'est avec UN Habitat, ça s'appelle le DIMSOUR. Voilà, c'est téléchargeable, vous avez le document quasiment gratuit. Autre projet que l'on fait en ce moment en Afrique, donc on a réalisé un programme pour former, notamment au Togo, l'ensemble des ministères sur les planifications urbaines en lien avec l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est l'ensemble des ministères, donc énergie, transport, éducation, santé, pour mieux planifier les villes ou les infrastructures urbaines dans ces différentes dimensions en intégrant le changement climatique. J'ai bientôt fini. Là, ici, on est sur un autre projet. Donc là, c'est au Libéria. On a conçu une plateforme de connaissances environnementales et climatiques pour que ces données puissent servir l'ensemble des institutions d'aménagement et d'urbanisme, mais aussi les étudiants, les écoles, pour qu'ils intègrent, qu'ils aient cette information sur qu'est-ce que le changement climatique et qu'est-ce que sont les données environnementales et comment est-ce que je les intègre facilement dans un projet urbanistique, par exemple. Donc ça, c'est le lien, voilà, donc le lien de la plateforme, très rapidement. Et puis voilà, pour conclure, c'est l'ensemble des partenaires de la ville et de l'habitat qui nous font confiance, avec lesquels on travaille pour le moment. Voilà, donc c'est un peu pléthorique, mais... Voilà, c'est fini. Merci. Puis ça, c'est l'équipe. Et ça, c'est une photo qui me tient à cœur, c'est Nouakchott. Et Nouakchott qui est confronté à un enjeu majeur, à savoir à la fois, elle s'enfonce légèrement en dessous du niveau de la mer, parce qu'elle c'est à moins 1 mètre, et en même temps, elle reçoit la submersion marine progressive liée à l'augmentation du niveau marin. Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime une ville de 3 millions d'habitants qui concentre 90% de la population mauritanienne? Est-ce qu'on la raye de la carte? Ou est-ce qu'on fait des travaux faramineux qui vont coûter presque un budget pharaonique? Voilà. Merci beaucoup, Karim, pour cette présentation. C'est effectivement très intéressant de voir à quel point cette question de la préparation, de l'anticipation, en fait, sur des problématiques de changement climatique est très en lien avec nos sujets d'actualité, et en particulier le concours, puisqu'on a également des projets qui ont intégré cette question. Et puis effectivement, on voit bien les complémentarités entre le monde de l'architecture et puis ces activités qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si Frédéric, tu souhaites peut-être compléter dire un petit mot aussi sur Aya. Enfin, assez rapidement, ouais, pour quand même laisser surtout avant que l'on passe à la découverte des projets, à l'échange sur le projet. Mais comme je le disais simplement tout à l'heure, Aya Architect a une grande expertise dans la santé, et cette expertise aujourd'hui, elle est effectivement, elle est questionnée, on est très impliqué dans les questions qui sont posées récemment avec la crise sanitaire. Vous pouvez imaginer qu'on est sur des projets hospitaliers majeurs, les responsables de ces projets se questionnent sur la programmation et l'avenir de leurs projets et la manière de mieux intégrer ces questions. Ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est comment cette expertise de la santé très spécialisée sort du pur domaine hospitalier et rencontre les enjeux urbains, les enjeux de qualité de vie, comment on passe en fait de la programmation de lieux pour soigner, surtout à une réflexion sur une ville qui améliore la qualité de vie de ses habitants. Donc là aussi, les derniers événements ont montré qu'il y avait des réflexions assez majeures à engager, qui à un certain point croisent effectivement des réflexions sur le risque climatique. Nous, on est plus certainement sur une approche liée vraiment à la qualité environnementale de nos projets, et avec notamment pour nous à la fois une approche très concrète par le biais de nos projets à l'échelle vraiment architecturale et urbaine, et puis effectivement aussi par le biais de notre implication avec la fondation AIA que nous avons créée, dont les thématiques de recherche sont ville, santé, environnement. Donc on voit bien qu'on est au cœur de ces problématiques de promouvoir et de réfléchir à un urbanisme favorable à la santé. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels effectivement AIA s'investit beaucoup depuis plusieurs années et participe à cette réflexion d'une transition vers un urbanisme qui effectivement revienne peut-être à un équilibre parfois un peu perdu. J'en dirai pas plus parce que je pense que ce qui nous intéresse maintenant sont les projets. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer donc à ce qui nous intéresse également, donc les projets. Donc, on vous propose de balayer un peu les différents projets qui ont marqué cette édition. Merci. Oula, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, commencer par celui-là. Oui, on va le remettre en pleine page, si c'est possible. Voilà, formidable. Donc je vais laisser la parole aux différents membres du jury pour commenter un peu les différents projets. Juste un mot sur la manière dont on a fait une petite classification. Donc on les a groupés sous forme de plusieurs projets. Donc par exemple, là, on est sur des projets plutôt en milieu urbain, et puis on en aura d'autres avec à chaque fois d'autres thématiques. Et ce qu'on vous propose, c'est d'en balayer une partie, et puis enfin, chaque membre du jury pourra bien sûr intervenir. Et puis on pourra éventuellement prendre quelques questions de la salle, à peu près à la moitié on a une quinzaine de planches, donc à peu près à la moitié des projets. Je vous laisse la parole. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai pas forcément en tête tous les sujets, mais ce projet, moi, il m'avait intéressé parce qu'effectivement, c'était peut-être un des rares à partir d'un existant. Et ça, c'était intéressant. Effectivement, il n'y a pas que des projets toujours neufs à faire, il y a aussi des projets qui repartent d'un site, de son histoire. Éventuellement, là pour le coup, les bâtiments sont assez dégradés et le projet est quand même en grande partie neuf. Mais j'ai trouvé que la réflexion
était assez intéressante et très pertinente sur le fait de repartir d'un équipement existant et de voir comment le projeter dans une nouvelle vie et un nouveau positionnement. Donc j'ai trouvé que là-dessus c'était assez juste, assez fin dans la manière de se réapproprier et de repenser un site existant. Et alors, de mémoire, je voudrais également ajouter un petit mot concernant ce projet qui fait un jeu de mots avec l'eau et qui rebondit un petit peu sur la thématique, la problématique qu'on a vue à Nouakchott en Mauritanie, qui est celle de l'inondation. En fait, donc c'est un projet qui se situe, qui est au Sénégal, à Dakar, si j'ai bonne mémoire. Et Dakar est une ville qui est confrontée également à des problèmes d'inondation assez récurrents. Et donc, dans cette proposition-là, les candidats ont essayé d'apporter une réponse à ces problèmes d'inondation et d'une manière à la fois de traiter une problématique environnementale tout en répondant à la question du projet qui est d'abord concevoir un équipement de santé. Donc il y avait ici une approche subtile, assez intelligente, qui utilise également des matériaux locaux, ce qui est un prérequis par rapport à ce que nous attendons du concours. C'est aussi une manière de mettre en valeur des ressources locales qui ont un impact sur l'économie du projet. Donc là, en fait, il présente un petit peu une manière d'utiliser la terre à travers le pisé notamment pour fabriquer les parois qui forment ce projet-là. Donc également, il faut rappeler qu'on est en milieu urbain dense et c'est l'une des caractéristiques aussi que l'on a observé par rapport à toutes les réponses, c'est que certains projets, certains candidats sont partis, ont apporté une réponse qui est vraiment urbaine, qui est ancrée dans la densité urbaine, qui est une vraie problématique. Actuellement, on parlait d'une population urbaine de 50%, avec un potentiel qui va croître. Et effectivement, ici, ces candidats s'accrochent à une réalité qui est une pression démographique de plus en plus forte. Donc, c'est l'une des familles de projets que l'on a identifié et dont on vous présente par la suite également 2 ou 3 autres exemples. Merci. Je ne sais pas si Karim veut réagir, pas tout de suite. Peut-être un mot aussi sur l'implantation urbaine des différents bâtiments et puis cet espace central mi-couvert mais extérieur, qui est aussi un espace de vie et qui donne aussi une caractéristique que l'on retrouve aussi dans d'autres projets, on y reviendra certainement, mais qui permet aussi d'apporter une certaine qualité au niveau de l'espace extérieur, avec cette protection solaire qui relie en fait les différents corps de bâtiments qui sont tout autour. Donc c'était aussi un point qui avait été soulevé par le jury. Juste pour vous situer un tout petit peu en fait, par rapport à ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est qu'il y a un bâtiment existant, c'est un dispensaire ou un petit équipement qui se situe ici. Et donc les candidats proposent donc de réaliser une extension de l'existant et ils rajoutent également ces 3 bâtiments-là qui permettent de réaliser l'équipement qu'ils proposent. Voilà. Tout en restant donc dans des typologies... Oui, la composition est assez réussie, je trouve, dans l'articulation que ça propose entre effectivement extérieur, espace couvert, espace protégé. Enfin, on sent bien qu'en plus, pour moi, ce qui est intéressant dans ces différents projets, on y reviendra sûrement sur d'autres, mais qui est la réflexion sur ces établissements de santé associée à un contexte, évidemment, et associée à un rôle certainement social de ces équipements. Merci. C'est dans l'autre sens. Alors CareSpace, qui lui est assez différent dans l'approche, même si en termes de localisation géographique, on est également dans un milieu urbain. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour parler un peu de ce projet. On a un principe de volume qui sont juxtaposés les uns à côté des autres et qui sont rassemblés par une sorte de galerie un peu périphérique qui permet de relier les différentes entités entre elles. Oui, ce projet, il faisait partie il y a eu plusieurs projets qui étaient associés, forcément dans un contexte, en fonction de leur contexte, à la présence de l'eau.
Alors la présence de l'eau, là, c'est jamais forcément simple par rapport à un établissement de santé, pour des questions sanitaires, tout simplement. Là, c'était assez bien abordé. Alors d'une part, parce que le contenu programmatique est vraiment un équipement de proximité, donc c'est compatible. Et puis, ça offre une position en retrait par rapport à l'eau, et entre les deux, tous ces espaces qui sont réappropriés. Donc c'était assez, voilà, c'était, je trouve, bien vu de ne pas se projeter directement trop sur l'eau, comme on a pu le voir sur certains projets, de trouver la bonne distance. Et ensuite, de nouveau, on retrouve la préoccupation pour les matériaux, pour aussi toute une approche à ce niveau-là assez responsable de l'usage des ressources, et une échelle assez humaine sur cet ensemble qui se constitue un peu organique autour d'espaces naturels. Et alors je rebondis effectivement là-dessus pour dire que donc on se situe au Soudan du Sud, dans une région qui a été longtemps affectée par des conflits, où il y a beaucoup de population, de déplacement de population et des réfugiés, donc forcément des situations sanitaires assez critiques. Et donc ça fournissait déjà un environnement propice à une proposition, à une réponse à des problématiques simplement d'hygiène, de santé pour les populations fragilisées et précaires. Donc là, cette équipe a fait le choix également de s'inspirer de certaines typologies de construction architecturale africaine qui évoquent celle de la concession et de la cour. Donc en fait, avec des constructions qui reprennent les formes courbes, voilà, avec des entités réunies, regroupées un petit peu comme des cases autour d'une cour centrale. Donc c'est ce que l'on retrouve dans leur proposition avec ces colliers et ces boucles qui correspondent en fait de manière programmatique à des fonctions médicales spécifiques. Alors après, comme on le verra également sur d'autres projets, ça pose certains problèmes en termes de fonctionnement médical, en termes de gestion de la prise en charge des patients. Ce sont des aspects un peu plus techniques que les collègues ingénieurs en charge de l'aspect médico-technique ont souligné. Comme pour beaucoup de projets, voilà, il y a un élan au niveau de la conception architecturale qui est généreux, mais qui voilà, se heurte parfois à une réalité qui est celle purement fonctionnelle. Donc c'est un peu le cas pour ce projet-là, mais qui, par ailleurs, en utilisant des matériaux locaux, en choisissant un ancrage, on va dire, africain, essaie de donner une identité à ce projet qui, esthétiquement, reste plutôt intéressant. Oui, effectivement, ce que tu dis est intéressant, d'autant que on a eu effectivement cette remarque à plusieurs reprises, notamment sur la question, par exemple, de la circulation des fluides médicaux. Alors peut-être que Frédéric, tu connais bien le sujet, tu vas pouvoir nous en dire un petit mot. Mais c'est quelque chose qui effectivement a questionné un certain nombre de membres du jury à plusieurs reprises sur les projets. Alors même la question des flux en général dans un équipement hospitalier est déterminante. Alors les fluides médicaux, c'est encore plus technique, mais là on n'est pas dans des équipements lourds, donc ça allait parce que on n'est pas dans des réanimations, des blocs chirurgicaux et dans des dimensions qui imposent des installations conséquentes. Aujourd'hui, on sait adapter finalement et mettre la technique où il faut, et de manière quand même assez agile. La question, elle est plus, enfin, on dit que souvent, enfin, basiquement, la qualité d'un hôpital, c'est la qualité de l'eau et de l'air. Et ça, c'est un point assez crucial pour l'aspect sanitaire et la sécurité des patients. Mais ça, on va pas, je veux dire, pénaliser ou, au fond, pour moi, sur ces sujets-là, on pourrait penser que, de toute façon, lorsque le projet est développé, on rentre dans ces problématiques. Ce qui est intéressant, c'est, je pense, c'est déjà le sujet qui est soulevé, et beaucoup des projets posent vraiment des bonnes questions vis-à-vis des problématiques de santé, en identifiant des vrais sujets, et puis ils apportent une première esquisse de ce que ça peut ouvrir comme programme. Ensuite, on pourrait rentrer dans tous les détails, mais je pense que si on aborde le sujet des fluides médicaux, c'est peut-être un petit peu passer à côté de l'énergie de ces projets-là, qui est plus intéressante à regarder.
Merci. Je ne sais pas si Fiona ou Karim veulent réagir. Kader, le temps passe, il faut qu'on soit un peu plus rapide par les projets, sinon on ne va pas les voir. Eh bien, on va passer à la suivante. Alors, là aussi une approche complètement différente des précédentes, même si elle a un peu de lien avec ce principe de plusieurs bâtiments ou plusieurs pavillons séparés des uns des autres, qui sont ici reliés par la topographie en fait des lieux. Et par un travail aussi d'analyse du site qui était relativement poussé et qui a aussi intéressé le jury. Alors, qui souhaite... Oui, je peux rajouter un petit mot juste pour dire que c'est un projet qui s'intéresse à la problématique de la maladie mentale en fait en milieu urbain. Donc en fait, ici, il y a une manière de prendre en charge non pas des patients qui souffrent physiquement, mais plutôt qui sont qui souffrent de maladies mentales. Donc en fait, l'idée c'est de les rapprocher de la nature et de proposer une thérapie qui réconcilie l'individu avec la nature. Juste pour compléter, c'est aussi ce qui est assez singulier dans ce projet, c'est bon, d'une part, en tant que béotien, mais un aspect qui est extrêmement vert dans un pays qui est quand même très chroniquement touché par la sécheresse et pour lequel, que ce soit la végétation ville, est un réel problème. Et le deuxième point que tu soulèves, qui est celui de la typologie des patients attendus dans cette infrastructure, en sachant que les maladies mentales sont quand même le parent pauvre de la médecine en Afrique. Voilà. Et donc ça, c'est aussi je dirais un pas, une innovation en termes d'action à mener. C'est-à-dire qu'on ouvre un service particulier sur quelque chose qui est très souvent culturellement mis de côté pour des raisons de croyance ou d'incroyance. Mais voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé dans le cadre de ce projet. Alors, encore un projet en milieu urbain avec ici effectivement tout un travail d'analyse du site et du contexte qui est extrêmement poussé, et puis une réponse architecturale qui propose un ensemble d'éléments plus ou moins modulaires avec un système de toiture par le dessus. Oui, alors moi j'ai trouvé, alors voilà, ça c'est un projet pour moi qui est vraiment synthétise bien ce qu'on peut attendre dans ces propositions. Une problématique de santé, un contexte et une approche architecturale dont il ne faut pas forcément regarder le détail fonctionnel, mais plutôt le point de vue et l'angle qui est pris. Et en particulier, cette idée d'avoir l'établissement lui-même, mais aussi ce réseau d'implantations complémentaires qui viennent mailler le quartier. Et ça, je pense que vraiment, c'est une approche très, très juste, très pertinente, très intéressante sur une manière d'envisager aujourd'hui un équipement de santé de proximité. Il y a le lieu et puis il y a comment on déploie et comment on vient compléter par une réflexion sociale cet équipement. Donc, je trouve vraiment pour moi c'est ce type de réflexion qui fait une bonne synthèse des enjeux et de ce qu'on peut vraiment mettre comme approche dans un concours comme ça. Merci. D'autres réactions rapidement? Juste pour compléter, la majorité des projets étaient focalisés sur des zones plus ou moins rurales. Et effectivement, celui-là fait partie d'autres projets qui ont mis en avant finalement la nécessité d'investir les espaces densément urbanisés et pour lequel on rejoint la question de tout à l'heure, c'est-à-dire la pression démographique qui nécessite des besoins en termes d'infrastructures et de services. Et là, il répondait typiquement, en tout cas moi c'était ma grille de lecture, je suis passé là-dessus. Je suis venu de ce point de vue pour y trouver un intérêt. Voilà. Un petit mot en plus pour préciser, donc on est à Addis Abeba, dans les faubourgs d'Addis Abeba, et précisément sur un site où se trouve une décharge en fait d'ordures ménagères, et donc c'est une décharge à ciel ouvert et qui pose des problèmes sanitaires importants, tout en sachant qu'il y a toute une activité de recyclage et donc de personnes qui travaillent sur cette décharge et qui font de la récupération et qui sont exposées quotidiennement à des problèmes de santé graves. Et donc, cette décharge s'est constituée tout autour de cette décharge, s'est constituée en fait une petite ville, donc un bidonville, qui caractérise aussi la ville d'Addis Abeba, parce que 50% de la population d'Addis Abeba, en réalité, vit dans des bidonvilles. Et donc, les candidats ici s'attaquent à cette problématique et apportent une réponse vraiment à l'échelle de la problématique de la question de santé, mais sur un territoire qu'ils parviennent à mailler avec un équipement central qui est celui dont on voit l'architecture qui se trouve ici,
et à partir duquel se déploie en fait un réseau donc d'éléments mobiles qui s'adressent à la fois aux travailleurs, aux personnes qui travaillent sur le site, mais également aux enfants qui sont dans le site. Et la troisième catégorie, donc, sont je pense que ce sont ça doit être les familles. En tout cas, il y a une troisième catégorie donc, qui est prise en compte. Et les candidats proposent également, à travers la mobilité sur le site, donc d'utiliser des vélos ou des mobylettes pour se rendre et se déplacer sur le territoire comme ça, donc en se déployant à partir de là. C'est donc vraiment une réponse intéressante par rapport à la manière d'aborder les problématiques de bidonville, de précarité, de santé dans la ville d'Addis Abeba aujourd'hui. Merci, on continue avec un projet pour le coup assez différent. Alors là on est en Somalie et on est sur un principe de structure modulaire qui permet d'accueillir en fait différentes fonctions liées aux activités de santé. Je ne sais pas si quelqu'un veut en dire un mot. Ce qui me semblait intéressant là-dedans, c'est plutôt, alors, j'y voyais pas trop une spécificité du site, mais plutôt une manière de répliquer ce procédé dans des environnements géographiques, je dis bien géographiques, assez similaires, notamment on pourrait pourquoi pas l'étendre même dans la région du Soudan, en fait, dans toute cette région qui va du Sud-Soudan, les hauts plateaux du Kenya ou la Somalie. Il y a une forme de similarité dans l'espace qui est occupé par ce projet hospitalier. Donc moi, c'est plutôt ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'il puisse être réplicable d'ailleurs. Oui, et puis avec des matériaux aussi relativement simples qui font qu'effectivement on peut imaginer que cette installation soit réalisée ailleurs, même si elle pose pour le coup la question même si effectivement on rentre pas dans le détail des enjeux techniques, mais elle pose la question de l'adaptation des différents locaux qui sont présentés aux réalités et aux besoins liés à l'activité médicale. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, juste pour dire que c'est peut-être un projet qui peut apporter des réponses à des problématiques d'urgence, parce qu'il y a un système modulaire de panneaux qui peut s'assembler assez rapidement, sans mentionner spécifiquement la question de la crise sanitaire liée au coronavirus. En fait, c'est un projet dont le déploiement peut se faire assez rapidement par rapport à des problématiques de réponse urgente. Oui, et moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était modulaire, mais ça ne faisait pas carcéral. Parce que souvent, on tombe sur des projets d'urgence qui ressemblent à des camps. Et là, il y a quand même un plan masse où il y a des relations intérieures-extérieures, qui semblent quand même assez intéressants dans la façon de l'avoir dessiné. Merci. Alors, on reste un peu dans le même thème, mais cette fois, c'est un exemple en Côte d'Ivoire, les cases thérapeutiques, où on retrouve également ce principe d'assemblage d'éléments pour constituer un équipement, mais avec aussi une forme d'intériorité, puisqu'on voit que ces éléments assemblés entre eux permettent, là aussi, on retrouve un peu cette idée de l'espace central extérieur, qui est également plutôt intéressante et qui avait marqué les réflexions du jury lorsque ce projet a été présenté. Là, effectivement, c'est la famille de projets qui s'intéresse au modulaire, et donc la partie réflexion constructive prend une importance plus importante, avec cette idée que le modulaire est réplicable, transportable, en tout cas qu'on peut du coup l'implanter dans des endroits où il serait difficile de faire autrement. Et là, effectivement, avec en plus une économie de moyens qui est pensée pour des contextes où on a peu de moyens potentiellement. Donc je pense que voilà, c'est dans cette famille où le fonctionnel est moins déterminant, mais la réflexion constructive pour mettre à disposition un équipement qu'on pourra s'approprier est plus mise en avant. Et celui-ci, en l'occurrence, était assez juste dans cette approche finalement qui pourrait presque se faire, pas sans architecte, mais quelque part, voilà, de manière en mode presque autoconstruction quelque part. Donc voilà, ça c'est assez intéressant dans cette économie d'intervention. Merci. Alors là, on passe pour le coup sur une autre catégorie de projets, puisque on est sur la catégorie des projets sur l'eau. Alors on a un peu parlé, c'est vrai qu'on a eu plusieurs propositions en ce sens, donc il nous a paru intéressant de les relever et puis de vous les proposer également. Alors plusieurs d'ailleurs qui sont localisés au Bénin, mais également au Sénégal, je crois.
Donc je vous en laisse en dire un mot sur votre ressenti. Comme je le disais, la problématique de l'hospitalier sur l'eau, c'est pas simple. C'est pas simple d'un point de vue sanitaire. En même temps, quand on doit composer avec, il faut évidemment agir. En son temps, Le Corbusier avait fait un grand projet hospitalier pour Venise, qui était un projet assez beau, assez intéressant, qui abordait cette problématique. Là, pour le coup, on a un équipement de proximité sur l'eau, donc c'est assez intéressant, parce que comme d'autres, il aborde le sujet d'avoir des navettes, des bateaux qui vont effectivement, et puis on vient accoster à ce petit centre médical. Donc c'est un projet qui est assez juste, qui s'oriente quelque part. Lui, il fait partie des projets qui sont dans une optique d'être vraiment réalisables quelque part. Donc ça, c'est une famille aussi qui se projette vraiment dans la faisabilité du projet. Et pour le coup, voilà, c'est déjà une bonne base d'un projet constructible. C'est d'autant plus réalisable en fait que le projet se situe dans la cité lacustre de Ganvié au Bénin, qui est une cité bien connue où l'habitat, il y a une typologie d'habitat sur l'eau. Et donc il y a des équipements qui tout autour en fait de ce site qui sont construits directement sur l'eau. Donc il y a effectivement après des problématiques de santé liées à l'eau, au recyclage, mais en termes effectivement de faisabilité, il présente des caractéristiques qui sont immédiatement opérationnelles et réalisables. Donc on a été assez sensible à cela. Il y a également un travail sur le fait d'amener à travers des navettes, donc des petits bus, un petit peu comme le projet éthiopien qui lui utilise des cycles pour aller vers les patients. La proximité ici se joue également par un équipement central qui ensuite se déploie avec des petites unités qui vont chercher les patients et que l'on peut solliciter par le biais de technologies. Mais alors il y en a un autre qui a plus recours encore à la technologie. C'est peut-être, on le verra plus tard. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Oui. Je ne demande pas pourquoi. Oui, alors moi j'ai trouvé audacieux à plus d'un titre parce que l'eau, que ce soit en termes de ressources, je ne vais pas refaire ce qui est assez classique sur le rapport à l'eau, mais au Sénégal, il y a des enjeux très particuliers qui sont liés à, d'un côté, un ensablement qui grignote petit à petit la partie franche du fleuve Sénégal. De l'autre côté, du côté de la Gambie, on a d'autres enjeux qui sont liés à des pressions liées à la destruction des zones humides. On a la zone côtière sénégalaise qui elle-même subit l'érosion du trait de côte. Et donc, on a un espace vital qui est plus ou moins fragile. Et donc là, il y a finalement, il y a une forme d'adaptation volontaire et que je trouve extrêmement fonctionnelle, audacieuse. Après, il faudrait rentrer dans le détail, hein. Et je suis pas expert là-dessus sur le plan architectural, mais disons que pour moi, il y a une marque importante, quoi. Il y a un marqueur fort, et je pense que ce marqueur fort a dû devenir dans beaucoup de zones humides. Je parle bien des zones humides, hein, de zones humides en Afrique. Voilà. Oui, alors pour le coup, lui, fonctionnellement, il peut assez vite poser des questions parce que l'aspect pavillonnaire n'est vraiment pas le plus efficace à gérer pour un établissement de santé. Maintenant, je trouve effectivement intéressant, c'est pas de l'urbanisme proliférant. Il y a quand même cette forme organique comme ça avec un tronc et puis des branches ou des feuilles. Et ce qu'on devine, c'est cette capacité en tout cas à adapter le nombre de modules, à finalement à coller à des besoins, à venir effectivement peut-être définir un procédé comme ça un petit peu qui permette dans le temps de progresser, de construire. Après voilà, puis c'est assez sensible hein, dans le dessin et dans l'expression. À voir maintenant le détail fonctionnel de ce que l'on peut vraiment gérer comme typologie de soins à l'intérieur de ces pavillons. Peut-être juste pour compléter, il y a aussi il y a une question qui est importante, c'est-à-dire que au-delà même de la contrainte physique du site, il y a des espaces où il y a très peu d'espaces constructibles aussi. Donc la question, donc il faut aussi mettre ce paramètre, et je pense que la personne qui a conçu ce projet a dû penser à ce qui n'était pas constructible. Non constructible parce que peut-être pas un accès à l'eau,
pas constructibles parce que les terrains particulièrement difficiles à y faire des fondations ou autres, ou des systèmes de raccordement, des questions de mobilité aussi, hein, la mobilité sur le fleuve est beaucoup plus pratique probablement, tu en avais parlé. Donc voilà, donc je pense que c'est il y a tous ces environnements-là qui peuvent aussi être à une forme de réponse, d'adaptation par rapport à des espaces plus contraints qui sont juste à la périphérie du site. Tout à fait. En fait, là, donc, le projet se situe en Casamance, au Sénégal, donc dans une région qui est relativement enclavée et à laquelle on accède après parfois plusieurs jours de navigation lorsqu'on arrive à avoir le bateau qui mène dans cette zone-là. Et donc, en fait, il y a une réflexion sur l'accessibilité par la voie fluviale, ce qui est pris en compte par les candidats sur ce projet-là. Et après, oui, on a également une approche qui est, c'est peut-être une anecdote, mais en fait, il y a une démarche volontaire d'utiliser la forme d'une feuille, en fait, qui entre dans la pharmacopée traditionnelle de cette région-là et qui est reproduite sur le plan masse, en fait. Bon, il y a cette évocation-là qui est un petit clin d'œil poétique dans l'approche conceptuelle du projet, tout simplement. Même si sur un plan fonctionnel, effectivement, ça soulève des problèmes après. Et dernière chose aussi, c'est qu'il y a une volonté, là, face aux questions d'inondation, de ne pas subir l'eau, mais d'aller la conquérir. Donc, il y a effectivement une manière d'affirmer un geste qui peut être discutable, mais qui se tient, qui se défend à travers le choix du candidat. Voilà. Bien, merci. On voit que ce projet a donné lieu à de passionnants débats, et je pense que c'était pas le seul. Survivre, voilà, rien que son nom, effectivement, pose question. Donc la transition est toute trouvée pour peut-être, on en est à peu près à la moitié, donc pour peut-être très rapidement prendre éventuellement une ou deux réactions, questionnements dans la salle, ou bien peut-être si par hasard il y a des candidats qui ont reconnu leur projet, pourquoi pas aussi avoir leur réaction. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Sinon, on continue, hein, mais voilà, si c'est le cas. Ah, il y a une question, d'accord. Bonsoir, j'avais une petite question concernant le projet Health Village, parce que vous avez dit qu'ils avaient utilisé des matériaux simples, et je voulais savoir si vous pouviez un peu expliciter quels matériaux justement. Merci. Est-ce que quelqu'un se... Ouais, c'est vrai qu'il faudrait se replonger. Alors, il y a de la terre, mais effectivement, la structure, vous voyez, la structure, je me souviens plus exactement du matériau. Il faudrait qu'on va regarder tout à l'heure, parce que là, c'est un peu difficile de lire les choses, mais on va regarder et puis on vous donnera la réponse avant la fin de la soirée sur le sujet. Une autre question piège? Une autre question piège, oui. Non, bon, bah peut-être qu'on continue, puis on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, on en était à survivre, et donc le suivant, c'est celui-là. Donc, on revient au Bénin. En fait, voilà, on est dans la thématique sur l'eau. Hein. Donc, on revient au Bénin, mais c'est visiblement une autre approche. Puisque cette fois on est sur quelque chose de plus longitudinal et puis on est un peu à l'intermédiaire entre la côte, le rivage et puis la mer. Mais on reste sur le site de Ganvier dont Francis tu as parlé tout à l'heure. Donc je vous laisse peut-être réagir sur ce projet. Karim. Alors c'est audacieux parce que au Bénin, je ne sais pas si vous êtes familier, il y a un programme qui s'appelle le programme Waka, qui englobe du Cameroun jusqu'au Sénégal et qui intègre finalement, qui met en avant la protection du littoral de cette région. Donc c'est un programme de protection du littoral à 2 titres, tout simplement pour essayer de repenser l'urbanisation de cette zone, pour augmenter les zones à protéger, notamment les zones humides, et aussi comme moyen de réponse par rapport au recul du trait de côte, car c'est l'une des zones en Afrique, tout ce secteur qui va donc, je répète, du Cameroun jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal, est une zone qui est confrontée à des reculs majeurs du trait de côte. Il y a des villages entiers au Bénin qui sont en train d'être détruits, dont des maisons, on voit même des anciennes bâtisses coloniales qui sont maintenant sous l'eau, effondrées.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce projet un peu audacieux, un peu aussi peut-être à contretemps des dynamiques en cours. Voilà, donc je ne sais pas. Merci. D'autres réactions? Non, alors on passe au suivant, qui est aussi sur le même principe. Voilà, également au Bénin, alors là aussi avec une autre approche, avec également un système pour rejoindre le sujet de la mobilité, de bateaux qui peuvent effectivement amarrer et puis relier les différents espaces de la cité lacustre. Oui, ben là on est sur cette autre approche qui est la santé qui vient auprès de la personne. Et donc l'idée de ces petites navettes médicalisées, ou en tout cas pour faire du diagnostic, de la consultation, peut-être du premier soin, c'est évidemment parfois la seule solution. Donc je trouve que c'est typiquement le sujet, voilà, où on est bien face à une problématique de santé, une problématique de résoudre un problème potentiel d'exclusion de l'accès aux soins. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour certaines régions. Là, ça se résout pas, puisque l'eau est présente, ça se résout par ces navettes. Et puis on a ce petit équipement de ponton, finalement, de base logistique pour servir ce système sobre, pensé vraiment pour être, voilà, pour quelques bateaux. On imagine qu'avec ça, on puisse mailler un territoire. Donc je trouve que c'est intéressant dans la démarche parce que ça montre que parfois ce n'est pas en produisant un équipement trop complexe, qui finalement prennent toutes les ressources, mais au contraire en imaginant sa reproductibilité. Voilà, je trouve que c'est juste, c'est assez malin, on pourrait même imaginer que ces bateaux, d'ailleurs on réutilise des bateaux pour ça, donc on sent bien tout le potentiel de réponse très contextuelle avec ce type de projet, donc je trouve que c'est très juste, et puis au fond, voilà, ça présente une image architecturale, moi que je trouve assez bien vue dans sa simplicité. Et juste pour ajouter aussi que c'est peut-être un des projets qui utilise le plus les technologies, en fait. C'est un projet assez smart, oui, finalement. En fait, oui. Voilà, où il parle dans la proposition de développer des applications qui permettent aux personnes, à partir de leur téléphone, de consulter, de demander la navette, à quel niveau elle se situe, puisqu'en fait, on est sur le territoire d'un lac où il y a plusieurs villages lacustres, en fait, qui sont à la fois pour partie sur la terre ferme, mais également en zone immergée. Et donc, ce sont des populations qui sont restées longtemps enclavées. Donc, le site de Ganvier, effectivement, est un site réputé, mais qui est confronté à de réels problèmes dans son expansion, puisqu'il y a un problème de densité, de croissance, qui fait qu'il y a des besoins réels, et en termes de santé, d'équipements aussi scolaires pour les enfants. Et quand on a fait le lancement, on avait cette spécialiste sur la e-santé. Florence. Et Florence, voilà. Et moi, j'étais un petit peu dubitative sur la e-santé, mais je trouve qu'avec ce qu'on a traversé avec le Covid en France, qui n'a pas consulté son médecin par le téléphone. Et je veux dire, ça fonctionne. Donc, je pense que nous, notre expérience avec le Covid, de plus aller dans les cabinets médicaux et en urgence, pouvoir quand même contacter un médecin, montre que quand même ça peut sauver des vies ou sauver des grands moments de douleur. Et donc, je trouve qu'il est très pertinent ce projet parce qu'il est très économique et vraiment on a l'impression que ça peut être vraiment une nouvelle unité de maison de santé qui se retrouverait sur le long de nombreux fleuves possibles en Afrique. Et avec ces petits bateaux, je trouve qu'il est vraiment extrêmement pertinent. Bien, merci. Avant de continuer, je reviens sur la question de tout à l'heure, puisque on a retrouvé les éléments. Donc effectivement, il s'agit donc d'un principe de cadre en aluminium qui sont remplis avec des matériaux de remplissage disponibles sur le site. Donc ils peuvent être du BTC, du pisé, du bambou, du bois ou de la pierre. Donc c'est ce principe d'un module de 1 mètre de largeur sur 3 mètres de hauteur, que l'on peut ensuite réutiliser à foison pour de multiples structures de petite taille ou de taille plus importante. Voilà, pour répondre à la question. On peut peut-être imaginer avoir une variante à l'aluminium qui n'est pas forcément le matériau le plus environnemental. Oui, tout à fait. Oui, ensuite, ça peut être des choses à approfondir par la suite.
une dernière série de projets, qui effectivement, certains l'ont rappelé tout à l'heure, les projets dans un contexte rural ont été relativement nombreux cette année. Donc on en a retenu un certain nombre qui nous ont paru plutôt intéressants. Excusez-moi. Je vous propose donc de commencer par celui-là, la case du guérisseur au Togo. Donc avec un principe une forme, un principe d'assemblage que l'on voit bien sur le schéma ici, qui viennent constituer là aussi une forme d'intériorité, mais également différentes pièces qui permettent d'assurer les fonctions d'accueil médical, etc. Là, pour le coup, en termes de ce qui est évidemment... alors là, les formes fermées, elles ont l'avantage qu'il n'y a pas en termes de circulation, on boucle, et donc ça, c'est pas mal. Et finalement, la distribution est assez resserrée, puisqu'on est à l'intérieur du cercle. Et en même temps, effectivement, ça détermine un espace central qui peut devenir, on le sent, un lieu social au cœur du dispositif. Donc ça, c'était effectivement... Alors après, dans quelle mesure on peut associer cette forme à une typologie traditionnelle? Bon, après, on peut y voir des références plus ou moins. Ensuite, évidemment, on peut aussi imaginer que l'ensemble des modules soit affecté de manière différente selon les besoins, que ça peut être customisé en fonction de ce qu'il est nécessaire de faire. Il y avait une réflexion environnementale intéressante aussi avec ces modules. Il y a plusieurs... En fait, moi j'étais très touchée par plusieurs projets, dont celui-là sur cet espace commun central, parce que les différentes fois que j'ai visité des hôpitaux en Afrique, j'ai bien vu que les gens ne se comportaient pas du tout comme en France, c'est-à-dire qu'ils viennent visiter leurs malades, mais c'est toute la famille qui vient leur rendre visite. Et donc, tous ces espaces en plus extérieurs, dehors, pour que la famille puisse rentrer, sortir et voir leurs malades, me semble très importante dans les pays africains. Donc là, ça fait partie de... Enfin, il y a plusieurs projets qui ont vraiment mis en valeur ces espaces. C'était ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être le côté duplicable, c'est-à-dire qu'on a affaire à un principe de module qui peut être installé sur ce site, mais qui peut aussi éventuellement être installé peut-être ailleurs. Oui. Je vais peut-être aller juste un peu au bout, mais avec mes mots, c'est-à-dire qu'effectivement, une chose toute bête, hein, après, on ne peut juger que ce qui est dessiné ou écrit. Et cette image-là, pour moi, est très parlante, cette image-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un commun qui est celui de l'extérieur, et le rapport à l'extérieur dans des zones sahélo-sahariennes est extrêmement importante. On passe beaucoup de temps à l'extérieur et non pas à l'intérieur, même si à l'extérieur, sous un arbre, sous un acacia, par exemple, ou autre. Et j'ai trouvé ça extrêmement parlant. Et à la totale opposition, quand on va dans un hôpital en Europe, personne reste assis dehors par terre devant l'hôpital. Ça n'existe pas. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement vrai et donc fonctionnel, donc qui répondait à un rapport à l'extérieur qui est extrêmement concret. Voilà. Alors, un projet assez différent au Maroc, donc, qui est un projet de bâtiment qui est plus ou moins ancré dans la topologie du site, avec des matériaux également issus du site. Donc, c'est deux éléments plutôt intéressants. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole pour commenter ce projet. De mémoire, c'est un projet de centre mère-enfant, il me semble. Oui, c'est important. C'est ça. Hein. Donc voilà, et effectivement, bon, l'idée du berceau de vie. Enfin, je pense que c'est ce que j'ai. En fait, c'est simplement un projet sensible architecturalement. Sa volumétrie, son échelle, son inscription. On pourrait, au fond, ne pas forcément l'associer à un projet de santé quelque part. Ce sont ses qualités déjà
de réflexion architecturale qui étaient assez belles, le matériau qui est évidemment voilà en lien avec le site. Donc c'est au fond, moi ce que j'ai remarqué c'est ça. Ensuite, le rapport effectivement à un équipement mère-enfant, c'est toujours un besoin réel et on sait que l'amélioration des conditions d'accueil des femmes et des enfants, elle est primordiale et ça changerait beaucoup la situation dans beaucoup de pays en Afrique si on améliorait les conditions d'accueil. Donc ça, c'est une vraie problématique de santé, par ailleurs aussi une problématique sociale forte. Donc le traiter dans ce bel objet sensible, avec des beaux espaces, avec ce patio, on devine avec un rapport à la lumière et à la matérialité qui est très fin. Voilà, c'est un beau projet. Alors, pour compléter, il faut aussi se mettre dans le contexte géographique de cette vallée, qui est quand même une zone extrêmement enclavée, où l'accès est extrêmement difficile. Pour aller à la première ville, il y a plus de 4 heures en 4x4, plus de 4 heures pour pouvoir avoir accès à la première ville. Donc l'accès aux soins est primordial. Et si on reboucle ce que tu viens de dire, notamment effectivement par rapport à l'accès aux femmes et aux enfants, il peut très souvent il y a pendant très longtemps eu des problèmes de natalité et de mortalité infantile parce que les conditions d'accouchement des femmes n'étaient pas forcément optimales dans les maisons et que l'accès à l'hôpital premier était beaucoup trop loin. Donc d'avoir des espaces où les femmes puissent avoir un accès sécurisé, je dirais, où elles peuvent avoir des repères culturels et une forme de confiance vis-à-vis de ces lieux est à mon sens extrêmement important dans ces zones extrêmement enclavées. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, oui, Francis. Oui, c'est juste pour dire que c'est également un projet dont on voit la faisabilité de manière assez rapide, assez simple, quoi. Il ne fait pas appel à une technologie particulièrement compliquée et la technologie de construction est une technologie locale. On peut trouver des personnes qui savent assembler des pierres, de la pierre sèche, de cette manière-là. Donc en fait, c'est un projet qui est immédiatement faisable et c'est aussi une de ses qualités. Contrairement à d'autres projets où il faudra des investissements un peu plus importants, celui-ci il semble à portée de main. Donc ça rajoute à ses qualités. Merci. On continue avec le centre de santé Amadou Gallo Diop au Sénégal, qui pour le coup est une autre approche architecturale, mais qui est également intéressante par la question de la temporalité, puisque c'est un projet qui a un principe de phasage que l'on voit très bien là sur cette partie-là de la présentation, avec un premier module qui se construit, puis il est étoffé progressivement par d'autres éléments. Oui, et de mémoire, c'est un projet surtout, enfin, le point de départ, c'est l'existence Absolument. déjà d'une présence sur ce site. Et je trouve justement que c'est voilà comment on rattache finalement à une histoire et à déjà une pratique la mise en place d'un dispositif qui se fait dans le temps. Alors là, pour le coup, c'est assez ambitieux quand on voit les images d'une phase ultérieure, mais quelque part, voilà, c'est effectivement un équipement comme ça. C'est sûrement plus pertinent de le penser dans le temps pour aussi l'adapter, le faire évoluer, suivre aussi les besoins de la population par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc moi, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, c'était une rencontre très intéressante entre l'approche des architectes, de l'équipe, et puis une problématique locale par rapport à voilà, l'existence. C'est déjà un lieu de rendez-vous, c'est déjà un point où les gens vont, et progressivement, on va quand même le structurer, parce que si on veut apporter plus, eh ben, il faut effectivement passer quand même par une certaine ambition, et le fait de développer des activités complémentaires autour de la notion de santé. Partir du déjà là, en fait, pour oui, aller plus loin. Mais le structurer avec ambition aussi, parce que là, c'est quand même bien l'enjeu, c'est de faire de fait, pour le coup, un lieu qui prend sûrement une dimension nouvelle pour sa région. Oui, surtout quand on voit l'échelle du résultat. Mais final. La temporalité est longue, hein, c'est oui, ça qu'il faut voir. Donc je pense que ça, c'est pertinent de l'inscrire dans le temps. Et on sent bien que si on dézoomait un peu, très certainement, on verrait que si on se projetait dans cet exercice, que la mise en place d'une telle structure va aussi participer à peut-être au développement autour, à la création d'une activité complémentaire, à peut-être une réflexion plus large sur comment faire pour développer, essayer de tendre vers une urbanisation un peu plus maîtrisée avec ce type d'équipement. D'autres réactions sur ce projet?
Non, on continue. Alors, un dispensaire entre tradition et modernité. Alors là, nous sommes en Côte d'Ivoire, on retrouve un peu cette typologie d'éléments avec un espace central, une forme également de toiture un peu originale et ambitieuse avec ce principe de presque un grand arbre qui a également un peu donné lieu à beaucoup d'échanges dans le cadre du jury. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut commenter ce projet. On peut retenir aussi l'utilisation des matériaux, alors qui est plutôt intéressante. On le voit sur la coupe ici, avec des matériaux de proximité. Oui, puis avec une réflexion constructive où là aussi on sent qu'on peut se projeter dans. Alors voilà, après on peut aller dans tout un tas d'autres détails, mais sur le bâti, il y a déjà une maîtrise quelque part de ce que l'on peut faire. Ensuite, il faudrait parler d'un tas d'autres aspects techniques, mais voilà, ça fait partie, je pense, des projets dans cette ligne de projets réalisables entre guillemets. Très bien, merci. Pas d'autres réactions. Alors on continue. Celui-là aussi a donné lieu à de grands débats. Alors, Fiona, peut-être que tu vas nous en dire un mot. Non, mais ce projet, en fait, il nous a intrigués parce qu'au niveau de ce qu'il propose, enfin, on a imaginé que c'était quelque chose aussi pour le psychologique, la retraite. C'était pas très clair, je crois, enfin, si je me trompe pas, de quelle fonction avait ce bâtiment, mais on l'a trouvé absolument magnifique. Et on s'est dit que vraiment comme un endroit de retraite ou pour des malades en psychiatrie ou des choses comme ça, de repos, ça pouvait être Enfin, il avait un potentiel incroyable. Donc, il nous a énormément retenus, mais en fait, on a projeté beaucoup sur ce projet. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait, pour être cash, il y a pas de, en tout cas, de mon point de vue, il n'y avait pas d'enjeu technique, mais par contre, il y avait un esthétisme qui était extrêmement fort. Alors, est-ce que la photo y est et que les arbres et la savane et la savane à côté font que ça donne aussi ce caractère de repos et de retraite. J'irai pas forcément jusqu'à la notion de problèmes psychologiques ou autres, mais tout simplement pour des questions de repos ou de retraite. Et moi, en tout cas, à titre personnel, je me voyais bien partir là-dedans et me dire tiens, je coupe. Il est intéressant ce projet parce qu'il réinterprète en fait une typologie architecturale qui existe dans le nord du Bénin, entre le Bénin et le Togo, au niveau de la Takora, qui est le Tata Somba en fait, qui a une construction en terre, à rez-de-chaussée plus étage en fait. C'est une typologie R+1 qu'on appelle le Tata Somba et qui a été développé par les populations Beta-Maribé du nord Togo et du Bénin et qu'on retrouve un petit peu au Burkina aussi. Et donc, c'est une réinterprétation volontairement moderne en fait, parce que dans leur proposition, ils repartent effectivement des formes circulaires en fait, puisque en fait c'est une concession qui regroupe plusieurs unités circulaires. Donc, c'est une même famille. Et ensuite, à côté, vous avez les enfants, les cousins, qu'on appelle donc le tata. Et la particularité ici est que c'est plus intéressant conceptuellement, en réalité, qu'au niveau d'une application médicale opérationnelle. Leur proposition est d'utiliser, notamment pour la construction, une imprimante 3D géante, en fait, qui permet... un petit peu comme ce qu'on a pu voir dans d'autres contextes, des machines comme ça existent déjà, et pour réaliser ces formes circulaires. Donc on a un bras mécanique qui permet de déposer des couches de terre progressivement pour arriver à cela. Et donc c'est un projet qui porte bien son nom. Il s'agit d'un Tata Somba qui est extrait d'une machine en fait. Et donc c'est intéressant pour le concept. Ils ont poussé assez loin. Il peut être transposé aussi à d'autres besoins. Il y a d'autres programmes que le simple programme médical et effectivement une retraite dans le nord du Bénin. Karim, c'est quand tu veux. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Ouais. Donc le suivant, qui me semble-t-il est le dernier.
qui est ce projet donc en Angola, qui reprend un peu l'esthétique de projets relativement connus. Francis Kéré, par exemple, hein, qui a ce grand principe de structure métallique qui vient créer un élément qui fait barrière aux rayons du soleil et qui vient créer une intériorité également sur un socle construit en terre plutôt, avec donc cet espace intermédiaire extérieur qui relie ces deux corps de bâtiment, hein, comme on peut le remarquer ici. Donc un premier volume ici, un deuxième ici, et un espace un peu traversant ici, qui permet de connecter les deux bâtiments et aussi d'avoir un espace central qui fait la transition entre l'équipement de santé en lui-même et puis l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'il y avait une famille de projets comme ça sur l'image ou une certaine idée du centre médical, donc effectivement à rez-de-chaussée, parce qu'il y a peu de raisons de construire en hauteur, et puis cette idée de la surtoiture protectrice qui vient aussi créer de l'ombre, qui peut être utilisée pour un tas de sujets, que ce soit pour récupérer de l'eau, voilà. Donc il y avait un peu cette famille qui traversait un peu hein, tous les projets. Celui-ci, il est vraiment bien pensé par rapport à la fois à cette approche-là et puis à son organisation. Là, pour le coup, c'était une réflexion, encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était finalement assez sobre et assez direct par rapport à une problématique, que l'adéquation et la rencontre se faisaient. Là, il a le mérite d'être très clair et d'adresser un sujet et d'y répondre par une organisation efficace. Donc à la fois il a cet aspect réalisable, enfin en tout cas déjà avancé sur sa constructibilité, et en même temps aussi de proposer une inscription avec une réflexion sur les matériaux. Donc c'est une assez bonne synthèse de ce qu'on peut attendre dans une approche comme ça qui se veut vraiment de terrain et qui se veut pouvoir répondre sur un mode vraiment très opérationnel. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce projet, qui sera donc le dernier on va peut-être, de ce comme soir. le temps passe, on va peut-être passer tout de suite aux questions, parce qu'il nous reste... Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes de questions, donc s'il y a des réactions ou des questions, n'hésitez pas. Précises, Je ne sais pas s'il y a des questions sur le live éventuellement, mais si des gens nous posent des questions en commentaire, je ne sais pas si c'est fonctionnel. Bon, visiblement non. Autrement, en tout cas, par rapport au live, moi j'aimerais quand même qu'on remercie tous les candidats, oui. Même ceux qui n'ont pas présenté aujourd'hui, d'avoir participé au concours et vraiment du travail et du temps passé pour donner des réponses aussi intéressantes. Et donc, si vous nous voyez en Afrique ou à l'autre bout de la Terre, on vous remercie sincèrement, car vous allez vraiment apporter une pierre à l'édifice de la réflexion des espaces de santé en Afrique. Merci beaucoup Fiona. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole pour le mot de la fin. Sinon, je pense que c'est une très belle conclusion. Écoutez, un grand merci à tous. Et on attend avec impatience de connaître les résultats. Voilà, on attend que Africa Archi nous réinvite. Absolument. On peut le refaire à la Cité si vous voulez ou ailleurs, plaisir, mais c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc on organisera une soirée en espérant aussi que les contraintes sanitaires nous permettent de pouvoir organiser ça en bonne et due forme, ou avec une cérémonie de remise de prix où ce sera l'occasion effectivement d'annoncer officiellement les 3 lauréats et puis les mentionnés du concours. Encore un grand merci à tous les participants, un merci à nos partenaires, à tous ceux qui ont été présents ce soir, et puis évidemment à l'équipe Africa Archi également, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.